Bonjour, nous allons continuer notre cours de mécanique quantique en continuant sur l'électromagnétisme que nous avons déjà entamé, en présentant la notion de champ électrique. Pour comprendre ce qu'est le champ électrique, le plus simple est de le visualiser, de le montrer. Et il y a une manière très simple de faire, nous en avions déjà parlé. On prend une feuille de papier sur laquelle on dispose de l'allimaille de fer, et sous cette feuille, on place un de nos bâtons chargés électriquement qui nous ont servi à faire les expériences avec les électroscopes. Le bâton chargé sous la feuille, on constate alors que l'allimaille de fer s'oriente radialement à ce bâton. Des mesures un peu plus précises montre facilement que si on a une charge électrique donnée, alors les lignes de champ électrique sont orientées radialement. D'ailleurs, pour une charge sphérique, une simple considération de symétrie montre que c'est la seule disposition possible. Une autre possibilité, ce serait des lignes de champ en forme de cercle. Mais étant donné que ces lignes ont une orientation, nous allons le voir, et que rien n'impose un sens horaire ou anti-horaire, la seule possibilité qui reste est celle-ci. Plus encore, s'il s'agit non pas d'un disque, comme dans ce dessin, mais d'une sphère, d'une bille, la seule solution symétrique est celle en forme d'oursin, comme celle-ci. On peut effectuer des mesures plus précises en utilisant des effets provoqués par les champs électriques, comme nous verrons bientôt. Cela permet de voir toute charge positive à un champ électrique qui est orienté vers l'extérieur, alors qu'une charge négative a un champ électrique orienté vers l'intérieur. On peut également mesurer l'intensité de ce champ électrique et on constate qu'il a une intensité qui varie comme 1 sur la distance au carré. Relation que nous avons déjà vue avec la force électrostatique. Il n'est donc pas très étonnant de la retrouver dans le cas du champ électrique. Et nous voyons aussi, comme nous venons de le dire, que le champ électrique a une orientation, c'est-à-dire qu'en tout point, il est décrit par un vecteur, ayant un certain point d'application, une certaine grandeur, une certaine direction. Ce n'est pas très étonnant puisqu'on parle de ligne de champ, donc d'orientation, donc de vecteur. Une autre quantité que l'on définit, c'est le flux. Si on a un champ électrique donné, on peut prendre une certaine surface, et déterminer la quantité de champ qui traverse cette surface, ce qui s'appelle le flux. Et le calcul n'est pas toujours facile, parce que pour une surface quelconque, il faut employer des calculs intégraux, que nous ne verrons évidemment pas ici, mais il existe des situations simples. Si on a une surface plane et des lignes de champ perpendiculaires d'intensité constante E, si la surface totale est S, le flux est simplement donné par E fois S. C'est pas plus compliqué que ça. Cela conduit à une loi qui fut découverte par Gauss. Si on a une charge électrique donnée et qu'on l'entoure d'une certaine surface, alors le flux de champ électrique qui traverse cette surface est
proportionnelle à la charge électrique qui est à l'intérieur. La relation entre les deux est une simple constante qui dépend des unités que l'on utilise. Cette relation qui lie la charge au champ, c'est-à-dire au flux, est appelée loi de Gauss. Et elle est liée à un théorème qui est également dû à Gauss, un théorème mathématique, qui dit que pour un champ comme celui-là, si le champ varie en 1 sur r carré, alors le flux qui traverse la surface ne dépend pas de sa forme, du moment qu'il entoure complètement la charge. C'est le théorème de Gauss qu'on rencontre régulièrement en mathématiques. On peut aussi en faire une loi inverse, à savoir que si le flux qui traverse une surface quelconque entourant la charge est proportionnel à la charge électrique, avec une constante de proportion universelle, alors ce champ doit varier en 1 sur r carré. Appliquons ça également à une autre situation. Supposons qu'on a deux plaques métalliques, l'une reliée par exemple à une pile, à une borne positive, et l'autre à l'autre borne de la pile, la borne négative. On va avoir des charges électriques négatives qui vont s'accumuler ici, et des charges positives qui vont s'accumuler ici. Elles s'accumulent parce qu'elles ont une certaine tendance à s'attirer. Elles ne s'accumulent pas indéfiniment, parce que la pile apportant d'autres charges positives, celles-ci vont se sentir repoussées par les charges positives déjà présentes. De même, pour les charges négatives qui voudraient venir s'accumuler, il y a la répulsion qui se produit. Et l'équilibre se produit lorsque la tension électrique que on peut mesurer au banc du condensateur est identique à celui de la pile qui alimente le condensateur. Ce type de circuit, ce type d'objet ayant une tension que l'on peut charger facilement, est très utilisé en électricité et en électronique. Il est très utile. On peut aussi décharger le condensateur en le débranchant de la pile et en le mettant en court-circuit. Et éventuellement avec une petite résistance électrique pour éviter que ça n'aille trop vite, qu'il y ait un claquage. À ce moment-là, les charges transitent par le conducteur électrique, se neutralisent et le condensateur revient à zéro. Ça signifie aussi que notre condensateur se comporte comme une petite pile de tension V et avec une certaine quantité de charge. Notons que ce ne sont pas des piles très puissantes, hein. Par rapport aux piles même du commerce, les petites piles du commerce, un gros condensateur ne contient pas beaucoup de charge et donc il ne peut pas fournir beaucoup de courant. Revenons à notre champ électrique. Puisqu'on a des charges ici, on a un champ électrique qui est simplement formé de lignes droites perpendiculaires aux plaques et qui partent des charges positives vers les charges négatives. Incidemment, cette structure nous permet de définir une unité pour le champ électrique assez facilement en utilisant le théorème de Gauss et en constatant que l'intensité du champ diminue avec la distance. Si on écarte les plaques, si on double la distance des plaques, le champ sera 2 fois plus faible. Et on peut alors définir une unité à partir de celle que l'on connaît. Le champ électrique se mesure en volts par mètre. C'est-à-dire pour une tension de 1 volt entre les plaques et une distance de 1 mètre, le condensateur soit souvent plus petit que ça bien entendu, on a
un champ électrique d'une intensité de 1 volt par mètre. Voilà pour le champ électrique. Le tour a été assez rapide. La fois prochaine, nous verrons son confrère, le champ magnétique. Merci.